Constance Le Grip, bonjour. Bonjour. Alors, élu à l'Assemblée pour les Républicains, vous êtes investi cette fois par la majorité présidentielle pour les législatives de juin prochain. Alors, expliquez-nous pourquoi ce changement. Eh bien, j'ai souhaité répondre à l'appel au rassemblement lancé par le chef de l'État au lendemain de l'élection présidentielle. Il n'échappe à personne que la situation politique de notre pays a bougé, a changé, que l'élection présidentielle dans notre 5e République, c'est l'élection phare, celle à partir de laquelle s'organise ou se réorganise le paysage politique. Et il faut dépasser les clivages à cette occasion. Il faut, je pense, en tout cas de manière générale, toujours essayer d'aller vers le dépassement, y compris peut-être effectivement le dépassement des clivages partisans, des réflexes partisans. Et je pense que la main tendue par le chef de l'État doit être saisie pour toute une série de raisons, parce qu'il y a des défis très importants qui se présentent à nous, à notre pays, à l'Europe, parce qu'il va y avoir des décisions difficiles et courageuses à devoir prendre, des réformes difficiles et courageuses à mener, parce qu'il y a aussi, et ça nul ne peut le contester, la montée de deux extrémismes, la montée de l'abstention, une situation politique donc effectivement délicate. Donc le bloc des partis de gouvernement doit se rassembler face à ces deux extrêmes, droite et gauche. Notamment, je pense qu'effectivement il faut rassembler toutes les bonnes volontés qui ne veulent pas de ces extrémismes-là et qui pensent que c'est un autre chemin qu'il faut pour la France. Christian Jacob avait proposé une autre solution, c'était l'indépendance proclamée pour les Républicains, mais une opposition qui se promettait constructive. Ça ne vous a pas convaincu? Il se trouve que cette opposition dite constructive, nous l'avons pratiquée, je dirais, avec la meilleure volonté du monde pendant le quinquennat écoulé. Les statistiques de vote des députés Les Républicains, elles sont officielles, elles ont été établies sur la base des données fournies par l'Assemblée nationale, c'est que nous avons voté 50% en moyenne. L'ensemble des députés Les Républicains, durant le quinquennat écoulé, a voté 50% des textes. Donc il faut aller plus loin maintenant. Et propositions de loi présentées par le gouvernement et sa majorité. Force est de constater que cela n'a pas été entendu, cela n'a pas été vu, c'est ni audible ni visible par les électeurs qui ne nous en ont fait aucun crédit. Et donc je pense que cette stratégie-là que nous avons pratiquée, encore une fois, pour beaucoup d'entre nous, avec beaucoup de bonne volonté, moi j'ai voté quelquefois un peu plus que d'autres de mes collègues, les textes de loi qui me semblaient aller dans la bonne direction, eh bien cette stratégie-là, elle n'a pas été comprise, elle n'a pas été entendue, et donc je pense qu'il faut faire autrement. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et pratiquer toujours et encore la même stratégie, alors que les Français et beaucoup des électeurs traditionnellement de la droite et du centre-droit, si je puis dire, nous ont lâchés, nous ont abandonnés. Que vous disent les électeurs justement sur le terrain, chez vous à Neuilly, plutôt dans votre circonscription? Ils vous disent c'est bien, il fallait le faire, ou ils sont dans l'incompréhension? C'est variable, mais beaucoup me comprennent. Beaucoup comprennent cette attitude, beaucoup comprennent que je veuille en femme de bonne volonté, en femme libre, participer à ce que le chef de l'État, ses futurs gouvernements vont faire, et qui est effectivement de faire en sorte que la France reste un acteur majeur sur la scène européenne, que la France continue son travail de réforme. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, et que le rassemblement des bonnes volontés, encore une fois, le travail dans ce que nous pensons, ce que très immodestement, je pense être l'intérêt général, le bien commun, c'est la bonne attitude. Beaucoup comprennent. Pour d'autres, je ne le cache pas, il y a encore un travail d'explication, et je dois encore pouvoir expliquer à beaucoup de mes concitoyens ce qu'il en est. Nicolas Sarkozy avait pris position pour un tel contrat de gouvernement entre les Républicains et la majorité présidentielle. Vous l'avez informé de votre décision? Vous l'avez consulté? Bien sûr, j'ai informé le président Sarkozy de ma décision, des états d'âme. Je dis les choses comme elles sont, que j'avais au lendemain du premier tour, et de ce que je pensais voir se dessiner, et de ce que je pensais être l'intérêt pour la famille de pensée à laquelle j'appartiens toujours. Je dirais la droite modérée, cette droite libérale, sociale, européenne, qui est celle à laquelle j'appartiens depuis toujours, depuis les débuts de mon engagement, et dont absolument, et dont je veux pouvoir, avec d'autres, bien sûr, avec beaucoup d'autres, continuer à porter les idées, les projets, les propositions à l'avenir au Palais Bourbon. Et je pense que le président Sarkozy avait lui-même vu, il l'a écrit, il l'a dit, les évolutions tout au long du quinquennat passé du président Macron, et appelé à ce qu'effectivement il y ait ce rassemblement, il y ait cette convergence de bonne volonté. Pour
portez ces idées de la droite modérée. Est-ce que vous allez adhérer à Renaissance, le nouveau nom de La République En Marche, ou à Horizon, le parti d'Édouard Philippe? J'en suis pas là du tout. Très très franchement, j'en suis à essayer de mener sur le terrain, dans ma circonscription de Neuilly et plutôt, la bataille des législatives. J'ai clairement, effectivement, affiché les couleurs de la majorité présidentielle. Je croyais très sincèrement, je le dis tout à fait modestement et humblement, qu'il fallait et il faut, de manière générale, toujours, je pense, dans la vie, afficher la couleur, être dans la sincérité et dans l'honnêteté. Mais c'est une démarche parlementaire et pas partisane. C'est une démarche parlementaire parce que la première bataille à mener, si je puis dire, elle est celle des législatives. On n'en est pas encore à parler des appareils de partis, des partis. Il y aura des groupes après à la majorité. Il y aura des groupes. Si les électeurs me renouvellent leur confiance et font que je peux à nouveau les représenter pendant 5 ans, j'adhérerai au groupe majoritaire de la future majorité présidentielle, bien évidemment, mais on n'est pas dans le fonctionnement des appareils partisans. Non, on n'en est pas là du tout. Il s'agit simplement de faire savoir aux électeurs qu'en sincérité, je leur dis que je porte les couleurs de la majorité présidentielle et que je serai en force de soutien à l'action du chef de l'État. Vous serez à Aubervilliers tout à l'heure avec tous les candidats investis. Il y a une sorte de séminaire de formation. Le président de la République viendra vous parler. Est-ce que c'est pas étrange de voir le chef de l'État se muer en chef de la majorité? Il me semble qu'il y a déjà eu des précédents. Oui, c'est l'évolution de la Ve République, inéluctable. C'est peut-être l'évolution de la Ve République telle qu'elle existe aujourd'hui, effectivement, avec le quinquennat, avec la concomitance des mandats du chef de l'État et des députés, qui a de facto entraîné une présidentialisation accrue par rapport à ce qui était peut-être la 5e au début, classique. En 58, puis même encore en 62. Donc il y a là des choses qui me semblent être assez cohérentes pour donner l'élan et pour que les candidats investis par la majorité présidentielle soient portés par cet élan. Est-ce que le programme du président Macron ne manque pas quand même d'engagement sécuritaire pour une élue de droite comme vous ? Nous l'avons dit pendant 5 ans, et j'assume tout à fait ce que j'ai dit pendant 5 ans avec d'autres collègues sur les bancs du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Nous avons souvent souhaité et porté des amendements, des propositions pour effectivement aller plus loin sur les sujets dits régaliens. Et vous continuerez dans ce sens-là? Bien sûr, nous pensons qu'effectivement, je ne dirais pas que rien n'a été fait, bien évidemment. Je n'ai jamais été dans des postures à l'emporte-pièce en disant que tout est nul et que rien n'a été fait, qu'il y a là des échecs absolument tragiques, etc., etc. Mais clairement, je pense que des choses ont commencé à être réalisées, des textes ont été proposés au Parlement, s'agissant du renforcement, par exemple, des moyens juridiques donnés à nos forces de l'ordre, s'agissant aussi du renforcement de la protection que nous devons aux forces de l'ordre, agresser, attaquer. Et ça, ce sont des textes que d'ailleurs, présentés par Gérald Darmanin, par exemple, dans la seconde partie du quinquennat, nous avons voté, nous, les députés républicains, tous les députés républicains ont voté les textes sécurité intérieure et renseignement, les textes sécurité globale. Mais je pense qu'effectivement, les hommes et les femmes de sensibilité de droite dans la future majorité présidentielle seront notamment attachés à ces sujets régaliens. Je sais qui sera Premier ministre, mais je ne le dévoile pas encore, a confié Emmanuel Macron hier en déplacement à Berlin. Si c'est une personnalité venue de la gauche écologique et sociale, ça vous gêne ? Non, très franchement. Encore une fois, l'appel au rassemblement, c'est le dépassement des clivages et des réflexes partisans. À partir du moment où on fait un choix, en clarté, en cohérence, que personne ne me demande et ne me demandera jamais de me renier, d'abandonner ce que je suis, encore une fois, une femme attachée aux idées, aux valeurs et aux propositions de la droite et du centre et qui pourra mener un certain nombre de causes, si je puis dire, prendre un certain nombre d'engagements. Vous êtes prête à travailler ? Je suis prête à travailler, encore une fois, dans ce que je pense être le sens de l'intérêt général et du bien commun pour notre pays. Oui, je suis une femme de bonne volonté. Beaucoup d'électeurs, de candidats de droite, LR, risquent d'être dépassés par la nouvelle Union populaire, qui est une addition dominée par la gauche radicale. Est-ce que vous alertez vos anciens camarades LR en disant attention, révisez votre position, vous allez être débordés par cette gauche ? Je me garderais bien de donner des leçons ou de donner des conseils à mes collègues. Mais le paysage a changé depuis une semaine. Le paysage a changé, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il a changé au lendemain de l'élection présidentielle et il a changé d'autant plus qu'il y a maintenant ce grand bloc de la gauche extrême et de l'extrême gauche. Clairement, ça fait partie des choses qui, à juste titre, me semble-t-il, inquiètent beaucoup de nos compatriotes, m'inquiètent moi également. J'ose espérer, encore une fois, sans donner de conseils à mes collègues
collègues députés que certains ont pris la pleine mesure de ce que cela représente, cette installation à gauche toute de plusieurs forces politiques, dont d'ailleurs pour certaines un affaissement ou un reniement de certaines de leurs positions ou de certaines de leurs idées passées. Voilà, ce qui me navre profondément, mais force est de constater qu'effectivement il y a là une force qui, je pense, sur le terrain, en tout cas pour le temps de la séquence législative qui s'ouvre devant nous, est susceptible de performer, de faire des scores, tout à fait. Et cela ne me plaît pas. François Fillon se pourvoit en cassation. Il a été condamné hier à 4 ans de prison, dont 1 an ferme pour les emplois fictifs de son épouse. Excès de sévérité de la part de la justice, excès de lenteur, ou finalement, la justice est passée? Difficile de commenter les décisions de justice. Voilà, je ne suis ni avocat, ni juge. Effectivement, il y a de la sévérité, mais voilà. Vu de l'intérieur du Parlement, les comportements parlementaires ont complètement changé sur ces travaux d'assistants. On a encore vu récemment des frais de mandat mal utilisés par certains députés. Il y a une rigueur nouvelle quand même, mais il y a encore des progrès à faire. On peut toujours, dans tous les domaines de la vie, progresser. Maintenant, c'est clair qu'il y a, depuis plusieurs années, beaucoup de contrôles, beaucoup d'encadrement, des règles précises qui sont claires, qui sont établies, qui sont notifiées par écrit aux uns et aux autres, de manière extrêmement précise. Et donc, il s'agit simplement maintenant de respecter ces règles. Mais c'est vrai que les choses ont bien changé en quelques années. Le président Macron veut une communauté politique européenne, une sorte de nouvelle association pour faire adhérer des pays à l'Ukraine sans les faire adhérer à l'Union européenne. C'est une bonne idée ? C'est une idée tout à fait intéressante. J'étais hier à Strasbourg, dans l'hémicycle du Parlement européen, lorsque le président de la République a clôturé les travaux de ce qu'on a appelé la conférence pour l'avenir de l'Europe. Il a délivré un message et un discours, effectivement, avec une vraie vision, très, très audacieux. Il y a, vous le savez, depuis de nombreuses années, l'idée qu'effectivement, l'élargissement sans fin de l'Union européenne ne peut pas être un objectif. On a vu, par exemple, le dernier élargissement, la Croatie, la petite, entre guillemets, par la géographie et la démographie, par la taille de la Croatie, prendre 10 ans. On a des défis devant nous. L'Ukraine, bien évidemment, qui est dans la famille européenne par le cœur, je dirais, et surtout par le combat et le sang versé. D'autres pays qui sont candidats pour certains depuis quelques années. Il faut trouver, effectivement, cette Europe à plusieurs cercles, cette organisation de notre continent européen. C'est quelque chose qui doit se construire progressivement. Il y a beaucoup de travaux politiques, universitaires qui ont déjà été menés. Il y a là une vision, et la vision qu'a commencé à esquisser le président de la République est tout à fait intéressante, et j'espère qu'elle sera féconde. Constance Le Grip, merci, bonne journée. Merci à vous.